Le croissant, les racines du destin. Les échos de l'histoire. Le soleil se levait lentement sur Vienne, baignant la ville d'une lumière dorée qui semblait avoir traversé des siècles d'histoire. Les premières lueurs du jour caressaient les toits de tuiles, les façades baroques et les ruelles pavées qui racontaient mille et une histoires. C'était l'été de l'année 1683, un été qui allait changer le destin de l'Europe et, sans que personne ne le sache encore, créer les prémices d'une révolution culinaire qui traverserait les frontières et les générations. Dans le quartier de Léopoldstad, au cœur de Vienne, la boulangerie Weber était déjà en effervescence. L'odeur du pain frais, mêlée à celle du beurre et de la farine, emplissait l'atmosphère matinale d'une promesse de réconfort et de tradition. Matthias Weber, le patriarche de la famille, se tenait derrière le grand comptoir en bois usé par des décennies de travail acharné. Ses mains, larges et calleuses, portaient les marques d'une vie entière consacrée à l'art de la boulangerie. « Sophie, viens m'aider » appela-t-il à sa fille de 8 ans qui jouait près de l'âtre. La petite fille accourut, ses yeux bleus brillants de curiosité et d'admiration pour son père. Elle portait une robe simple, mais propre, ses cheveux blonds soigneusement tressés par sa mère la veille. Sophie adorait ces moments du matin, où le monde semblait n'appartenir qu'à eux, entre les sacs de farine, les moules en cuivre et l'odeur enivrante du pain qui commence à lever. « Qu'est-ce que je dois faire, papa » demanda-t-elle en se hissant sur un tabouret pour être à la hauteur du plan de travail. Matthias sourit, ses rides d'expression trahissant des années de rire et de peine. « Aujourd'hui, ma chérie, je vais te montrer un secret de famille. Un secret qui remonte à plusieurs générations de boulangers. » Il commença à pétrir la pâte avec une dextérité qui ne laissait transparaître aucun effort. Ses doigts dansaient sur le mélange de farine, de levure et d'eau, transformant peu à peu ce qui ressemblait à un pain informe en une masse lisse et élastique. « Regarde bien, Sophie, expliqua-t-il. La pâte, c'est comme la vie. Il faut savoir la travailler avec patience, avec respect. Trop la serrer, elle devient dure. Trop la négliger, elle ne lèvera jamais. » Sophie écoutait, captivée. Son père n'était pas seulement un boulanger, c'était un conteur, un philosophe des choses simples et essentielles. « Tu te souviens de l'histoire que je t'ai racontée ? Celle de comment nous avons sauvé Vienne, reprit-il. La petite hocha vigoureusement la tête. C'était son histoire préférée, celle qu'elle priait son père de lui raconter encore et encore. Matthias posa ses mains sur les épaules de sa fille et regarda au loin, comme si les murs de la boulangerie s'effaçaient pour laisser place aux souvenirs. C'était il y a quelques années à peine. L'Empire ottoman assiégeait Vienne. Leurs troupes étaient immenses, leurs canons menaçants. La ville tremblait, mais pas ses habitants. Et nous, les boulangers, nous avons joué un rôle crucial. Sa voix prenait une tonalité épique, celle des conteurs qui transforment les événements historiques en légendes familiales. Pendant le siège, nous travaillions jour et nuit. Non seulement pour nourrir la population, mais aussi pour soutenir les soldats. Et c'est là que notre famille a eu l'idée la plus brillante de toute l'histoire. Sophie retenait son souffle. Elle connaissait l'histoire, mais chaque fois que son père la racontait, c'était comme si c'était la première fois. Nous avons créé un pain en forme de croissant de lune, le symbole des Ottomans. Un pain qui était à la fois un acte de résistance et un message de défi. Chaque croissant que nous fabriquions était une manière de dire « Nous sommes ici, nous sommes forts, et nous ne céderons pas ». Les yeux de Matthias brillaient d'une fierté profonde. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un pain, c'était l'histoire de leur peuple, de leur résilience. Les soldats mangeaient ces croissants avant de partir au combat. Et quand l'armée polonaise est arrivée pour nous aider, ces croissants sont devenus un symbole de notre victoire. Sophie écoutait, fascinée. Son père continuait de travailler la pâte, la séparant en morceaux égaux, la modelant avec une précision presque musicale. Mais ce n'est pas seulement une histoire de guerre, ma chérie, c'est une histoire de famille, de tradition, de passion. Il commença à former les croissants, ses doigts repliant délicatement la pâte sur elle-même, créant ces courbes caractéristiques qui rappelaient la lune. Chaque génération de notre famille a ajouté quelque chose à cette recette. Mon grand-père y a ajouté un peu plus de beurre. Mon père a perfectionné la technique de laminage. Et moi, j'ai appris à écouter la pâte, à comprendre quand elle est prête. Sophie l'observait, admirative. Elle ne se doutait pas encore que ce moment, cette leçon de boulangerie, allait marquer le début d'une aventure qui traverserait les frontières et les générations. Alors que Matthias déposait les croissants sur la plaque de cuisson, un rayon de soleil traversa la fenêtre, illuminant la scène comme pour donner sa bénédiction à ce moment à la fois simple et extraordinaire.
la boulangerie Weber venait de donner naissance à ce qui deviendrait bien plus qu'un simple pain. C'était le début d'une légende culinaire qui allait conquérir le monde. Ce premier chapitre n'était que le prélude d'une histoire qui allait bien au-delà des murs de cette humble boulangerie viennoise. Sophie, sans le savoir, était témoin de la naissance d'un héritage qui un jour changerait la gastronomie française et mondiale. Le voyage. L'aube d'une révolution culinaire. Le Paris de 1830 respirait l'effervescence. Les rues pavées du Marais bourdonnaient d'une énergie nouvelle, mêlant les échos de la Révolution de Juillet et les promesses d'un avenir en mutation. Les pavés brillaient encore de la poussière des barricades, témoins silencieux des espoirs et des rêves d'un peuple en quête de liberté. Auguste Zang n'était pas un simple immigrant. C'était un visionnaire, un aventurier dont les yeux brillaient d'une ambition qui dépassait les frontières étroites de sa Vienne natale. À 27 ans, il portait en lui le souffle des changements qui allaient transformer Paris, et avec elle, la gastronomie mondiale. Son voyage avait commencé bien avant son arrivée dans la capitale française. Né dans une famille de commerçants autrichiens, Auguste avait toujours été animé par une curiosité dévorante. Pendant ses années de formation à Vienne, il avait observé avec passion l'art de la boulangerie, écoutant les récits des boulangers qui racontaient comment, lors du siège de 1683, ils avaient créé le croissant pour célébrer la victoire contre les Ottomans. Ces histoires l'avaient profondément marqué. Ce n'était pas qu'un simple pain, mais un symbole de résilience, de créativité et de transformation. La traversée. Le voyage de Vienne à Paris avait été une odyssée en soi. Un mélange de rêve, de courage et d'une détermination inébranlable. Auguste avait économisé chaque kreutzer, vendu quelques bijoux de famille, emprunté à ses amis, pour réaliser son grand projet, introduire la tradition des viennoiseries à Paris. Dans son sac de voyage, il transportait plus que des vêtements et quelques économies. Il portait avec lui des recettes transmises de génération en génération, des techniques de pétrissage ancestrales, et surtout, une vision qui allait révolutionner la culture culinaire parisienne. Le train cahotait, traversant les paysages changeants de l'Europe centrale. Auguste observait par la fenêtre, ses doigts effleurant doucement un carnet où étaient consignées ses recettes les plus précieuses. Chaque page était un testament à l'art de la boulangerie, chaque annotation un hymne à l'innovation. L'arrivée à Paris. Quand il descendit du train à la gare, Paris l'accueillit dans toute sa splendeur et sa complexité. Les odeurs de pain frais, de café et de sueur se mêlaient dans l'air. Des ouvriers, des bourgeois, des artistes circulaient, chacun porteur de ses propres espoirs. Auguste avait planifié chaque détail de son installation. Il connaissait les quartiers de Paris comme s'il y avait toujours vécu. Le Marais serait son terrain de conquête. Un quartier en pleine mutation, où tradition et modernité dansaient une valse complexe. Sa première boulangerie fut un petit espace modeste, mais plein de promesses. Les murs de pierre avaient besoin de rénovation, le four demandait quelques réparations, mais Auguste y voyait un temple futur de la gastronomie. La rencontre avec Marie. Ce fut un matin de septembre, alors qu'il installait son enseigne, que Marie Dupont fit son entrée dans sa vie. Elle représentait tout ce que Paris pouvait offrir de plus sophistiqué et de plus audacieux. Marie n'était pas une femme ordinaire. Issue de la bourgeoisie parisienne, elle avait rompu avec les conventions de son époque. Économiste de formation, elle rêvait de transformer l'industrie alimentaire, de donner aux femmes une place qu'on leur refusait systématiquement. Un croissant, s'il vous plaît, murmura-t-elle en entrant dans la boutique. Sa voix avait quelque chose de musical, de déterminé. Auguste la regarda, intrigué. Elle portait une robe élégante, mais ses yeux trahissaient une intelligence aiguë, une volonté de faire. Un croissant viennois, madame, précisa-t-il en sortant du four un pain doré, aux multiples couches feuilletées. Marie observa le croissant comme un archéologue découvrant un artefact précieux. Elle le prit, le porta à ses lèvres. Le premier mordant fut une révélation. La révolution gourmande. Ce moment simple allait marquer le début d'une transformation profonde. Le croissant n'était plus seulement un pain. C'était un manifeste culinaire, une déclaration d'indépendance gastronomique. Auguste expliqua la technique de préparation. Chaque couche de pâte était un poème, chaque tour de main une symphonie. Marie écoutait, fascinée. Elle comprenait que ce qu'Auguste proposait dépassait largement le cadre d'une simple boulangerie. Vous ne vendez pas que du pain, monsieur Zang, vous vendez une histoire, une culture, murmura-t-elle. Les Parisiens commencèrent à affluer. D'abord par curiosité, puis par passion. Le croissant devint un phénomène. Les critiques culinaires en parlaient,
Les salons bourgeois le réclamaient. Les défis. Mais le chemin n'était pas sans embûches. Les boulangers traditionnels parisiens voyaient d'un mauvais œil cet intrus autrichien qui bouleversait leur tradition séculaire. Des rumeurs commencèrent à circuler. On disait qu'Auguste utilisait des techniques étrangères, que ses pâtes n'étaient pas authentiquement françaises. Certains allaient jusqu'à le traiter de concurrent déloyal. Marie Dupont devint son alliée la plus précieuse. Grâce à ses connexions dans les milieux économiques et intellectuels, elle commença à promouvoir le concept de la viennoiserie comme une innovation culinaire majeure. Un nouveau paradigme. Petit à petit, Auguste et Marie transformaient plus qu'un simple marché. Ils redessinaient les contours de la culture alimentaire parisienne. Le croissant devenait un symbole de l'ouverture de Paris au monde, de sa capacité à absorber et transformer l'étranger. Les discussions s'animaient dans les cafés. Certains défendaient la tradition pure, d'autres célébraient cette nouvelle approche culinaire. Le croissant était devenu plus qu'un pain. Il était un sujet de débat sociétal. Auguste continuait à expérimenter. Chaque matin, avant l'ouverture de la boutique, il travaillait sa pâte comme un artiste sculpte sa matière. Marie l'observait, prenait des notes, analysait chaque étape comme une équation économique. La promesse. Un soir, alors que le soleil déclinait sur le Marais, baignant les rues de lumières orangées, Auguste et Marie parlèrent de leurs rêves. « Ce n'est que le début, Auguste, » murmura Marie. « Nous allons transformer Paris, un croissant à la fois. » Auguste sourit. Il savait que leur aventure ne faisait que commencer. Le croissant serait leur manifeste, leur contribution à l'histoire de Paris. Et dans la nuit tombante, l'odeur du beurre et de la pâte feuilletée promettait des lendemains délicieux. Les transformations. Les racines de l'innovation. Paris, 1840. La ville respirait le changement. Les rues bourdonnaient du bruit des premières machines industrielles, des conversations passionnées dans les cafés, et des rêves de transformation qui animaient une génération entière. Au cœur de ce bouillonnement, dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, se trouvait la boulangerie Laurent, témoin silencieux d'une révolution qui dépassait largement l'art de faire du pain. Pierre Laurent n'était pas qu'un simple boulanger. C'était un visionnaire, un artisan poète qui voyait dans chaque boule de pâte une histoire à raconter, une tradition à réinventer. À 32 ans, il portait en lui le poids de plusieurs générations de boulangers, mais aussi l'audace de celui qui n'a pas peur de briser les moules. L'héritage familial. La boulangerie Laurent existait depuis près d'un siècle. Louis Laurent, le père de Pierre, représentait la tradition pure. Ses mains calleuses racontaient des décennies de travail acharné, de respect des méthodes ancestrales. Chaque pain était une prière silencieuse au dieu de la boulangerie traditionnelle. Pierre avait grandi entre les sacs de farine et les grandes tables de travail. Enfant, il observait son père pétrir la pâte avec une précision presque chirurgicale. Mais en lui grandissait déjà une autre vision, un désir de repousser les limites de l'art culinaire. « Tu dois respecter la tradition, Pierre », répétait sans cesse Louis. Un bon boulanger ne change pas ce qui a fait ses preuves. Mais Pierre voyait le monde différemment. Les machines de l'ère industrielle fascinaient. Il lisait tous les journaux techniques, suivait les innovations mécaniques avec une passion dévorante. La quête de la perfection. Un matin de printemps, alors que le soleil à peine levé baignait la boulangerie de sa lumière diffuse, Pierre commença ses expérimentations. Son inspiration venait des nouvelles techniques industrielles, mais aussi de sa compréhension profonde de la pâte. Il commença par étudier la composition même du beurre. Les techniques traditionnelles utilisaient du beurre de façon uniforme, sans vraiment explorer ses possibilités. Pierre voulait comprendre chaque molécule, chaque réaction. Ses premiers essais furent des échecs. Des croissants trop denses, d'autres qui s'effritaient à peine sortis du four. Son père regardait ses tentatives avec un mélange de pitié et d'agacement. « Tu vas tout gâcher », s'écria Louis en voyant Pierre ajouter du beurre entre chaque couche de pâte. Mais Pierre savait qu'il tenait quelque chose. Sa technique de laminage, inspirée des méthodes industrielles naissantes, allait révolutionner la fabrication du croissant. La technique révolutionnaire. Le secret résidait dans la multiplication des couches. Là où les boulangers traditionnels se contentaient de quelques tours de pâte, Pierre développa une technique qui multipliait les feuilletages. Imaginez la pâte comme une symphonie. Chaque couche était une note, chaque tour de main un accord. Pierre créait une partition gustative complexe, où le beurre et la farine dansaient une valse infiniment subtile. Il commença à utiliser des rouleaux mécaniques, inspirés des machines textiles qu'il avait observées.
Ces outils permettaient une précision impossible avec les seules mains humaines. Chaque couche était étirée, repliée avec une géométrie presque mathématique. Les premières réactions. Les premiers croissants issus de cette nouvelle méthode apparurent comme des œuvres d'art. Légèrement bombés, d'un doré profond, leurs multiples feuillets promettaient une expérience gustative inédite. Jean, le jeune frère de Pierre, devint son premier allié. Âgé de 20 ans, passionné et ouvert d'esprit, il voyait dans les expérimentations de son frère l'avenir de leur art. « Regarde comme la pâte devient légère !» s'exclama-t-il un matin, observant un croissant à peine sorti du four. La légèreté était en effet le miracle de cette nouvelle technique. Là où les anciens croissants étaient parfois lourds et compacts, ceux de Pierre semblaient presque flotter, promettant à chaque bouchée une explosion de saveur. La résistance familiale. Louis Laurent restait le plus grand sceptique. Pour lui, ces innovations ressemblaient à une trahison. La boulangerie était un art sacré, transmis de génération en génération. Changer signifiait renier ses ancêtres. Les disputes entre Pierre et son père devenaient de plus en plus fréquentes. Des discussions passionnées qui commençaient au petit matin, dans la boulangerie encore endormie, et qui se poursuivaient tard dans la nuit. « Tu détruis notre héritage !» tonnait Louis. « Non, père. Je le fais évoluer », répondait Pierre avec une détermination calme. Les premiers clients. Les premiers clients furent intrigués. Des bourgeois curieux, des intellectuels en quête de nouveautés, commencèrent à fréquenter la boulangerie Laurent. Marie Dupont, qui suivait de près les innovations culinaires, fut l'une des premières à comprendre la portée du travail de Pierre. Elle voyait dans ses croissants plus qu'un simple produit alimentaire, un symbole de l'innovation française. « Votre technique est révolutionnaire, monsieur Laurent », lui dit-elle lors d'une dégustation. Pierre était partagé. L'innovation le passionnait, mais il craignait de perdre l'âme même du croissant dans ce processus de modernisation. Un art en mutation. Chaque matin, Pierre se levait avant l'aube. Dans la pénombre de la boulangerie, seule la lueur d'une lampe à huile l'accompagnait. Il pétrissait, laminait, observait chaque réaction de la pâte comme un scientifique. Ses carnets de notes étaient des trésors. Des pages et des pages de calculs, de dessins techniques, de réflexions sur la composition du beurre, sur les réactions chimiques lors de la cuisson. Jean l'assistait, devenant peu à peu son bras droit, son confident d'ancêtre. Les défis. Le café des innovations. Le café Le Procope, niché au cœur du quartier latin de Paris, était bien plus qu'un simple établissement. Témoin de conversations révolutionnaires et de débats passionnés, il était devenu le sanctuaire des esprits libres et des innovateurs de l'époque. Ce matin-là, la lumière automnale filtrait à travers les grandes fenêtres, baignant la salle d'une lueur ambrée qui semblait propice aux grandes discussions. Pierre Laurent s'installa à une table nire, ses mains encore marquées par des années de travail dans la boulangerie. Face à lui, Marie Dupont, dans une robe élégante mais sobre, représentant une nouvelle génération de femmes qui brisaient les conventions. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une intensité qui dépassait la simple discussion professionnelle. « Monsieur Laurent, commença Marie, votre technique de fabrication des croissants est en train de révolutionner l'art de la boulangerie parisienne. Mais comprenez-vous vraiment l'ampleur de votre innovation ?» Pierre hésita, faisant tourner doucement la tasse de café encore fumante. Les arômes riches de torréfaction se mêlaient au parfum subtil du beurre frais qui imprégnait encore ses vêtements. « L'innovation, Madame Dupont, n'est pas qu'une question de technique, c'est une philosophie de vie, répondit-il, sa voix grave vibrant d'une conviction profonde. 2. Les racines et les ambitions. Marie sortit de son sac un carnet de notes élégamment relié, ses doigts gantés parcourant les pages couvertes de calculs et d'annotations méticuleuses. Elle représentait plus qu'une simple conseillère économique, elle était une visionnaire qui voyait dans le croissant bien plus qu'un simple pain. « Permettez-moi de vous montrer quelque chose, » dit-elle en étalant un graphique complexe. La production des boulangeries parisiennes stagne. Nos méthodes traditionnelles nous empêchent de progresser. Votre technique de laminage multiple pourrait être la clé de notre renouveau économique. Pierre observa le document, ses sourcils se fronçant légèrement. Il voyait la beauté des données, mais ressentait une tension intérieure. Chaque couche de pâte, chaque tour de rouleau représentait non seulement une innovation technique, mais un défi émotionnel profond. Et perdre notre âme dans ce processus ? Murmura-t-il presque pour lui-même. 3. Le conflit des générations. L'histoire de Pierre était celle d'une lutte constante. Fils de boulanger traditionnel, il avait grandi dans le respect des méthodes ancestrales. Son père, Louis Laurent,
incarnait cette tradition, des mains rugueuses, un regard sévère, et une conviction inébranlable que l'art de la boulangerie ne devait jamais être trahi par la modernité. Mon père me regarderait comme un traître, confia-t-il à Marie. Chaque fois que j'ajoute du beurre entre les couches de pâte, je sens son regard désapprobateur. Marie posa sa main gantée sur celle de Pierre, un geste à la fois professionnel et empathique. L'innovation, Pierre, n'est pas une trahison. C'est un hommage à ceux qui nous ont précédés. 4. Les enjeux économiques. Le contexte était plus large que la simple fabrication d'un pain. Paris traversait une période de transformation industrielle rapide. Les petites boulangeries traditionnelles luttaient contre les grandes manufactures, et chaque innovation pouvait signifier la survie ou la disparition. Marie détailla les défis économiques, nos concurrents allemands et autrichiens développent des techniques de production en masse. Si nous ne nous adaptons pas, nos boulangeries parisiennes deviendront des reliques du passé. Pierre comprenait l'enjeu. Son innovation n'était pas seulement culinaire, mais économique et culturelle. Chaque croissant représentait un combat pour la survie de l'artisanat français. La technique révolutionnaire. Sur une serviette en papier, Pierre commença à esquisser les étapes de sa technique révolutionnaire. Le laminage multiple, inspiré des méthodes industrielles naissantes mais conservant l'âme de l'artisanat, était sa création. Regardez, expliqua-t-il à Marie. Chaque tour supplémentaire du rouleau ajoute des couches de beurre, créant une texture incomparable. Ce n'est pas de la production de masse, c'est de l'art. Marie observait, fascinée. Sa formation économique lui permettait de voir au-delà de la simple technique, c'était une métaphore de la transformation de Paris elle-même. 6. Un partenariat inattendu. Leurs discussions s'approfondirent. Marie, avec son réseau dans les cercles économiques parisiens, pouvait ouvrir des portes que Pierre, simple artisan, n'aurait jamais imaginé franchir. Je connais des investisseurs, des chefs d'entreprise qui seraient intéressés par votre technique, dit-elle. Mais cela nécessitera des compromis, des adaptations. Pierre sentit un frisson d'excitation et de crainte. Adapter sa technique signifiait prendre des risques, s'éloigner de ce qu'il connaissait. 7. Les doutes personnels. La nuit tombait sur Paris, projetant des ombres longues sur la terrasse du café. Pierre se perdit dans ses pensées, revoyant les mains calleuses de son père, les odeurs de sa boulangerie d'enfance. Et si nous perdions l'essence même du croissant? Murmura-t-il. Marie comprit la profondeur de sa question. Ce n'était pas seulement une discussion technique, mais une réflexion philosophique sur la préservation de la culture à travers le changement. L'essence, Pierre, réside dans la passion, pas dans l'immobilité, répondit-elle doucement. 8. Le défi personnel. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une tension qui dépassait le cadre professionnel. Marie, une femme qui avait lutté contre les conventions de son époque, voyait en Pierre un esprit similaire, un innovateur contraint par les traditions. Votre technique est révolutionnaire, monsieur Laurent, mais êtes-vous prêt à assumer les conséquences, demanda-t-elle. Pierre hésita. Chaque réponse représentait un pas vers l'inconnu, un défi lancé non seulement à l'industrie de la boulangerie, mais à sa propre identité. 9. Un nouveau chapitre. Le café commençait à se vider. Les serveurs rangeaient les chaises, les derniers clients murmurant leur conversation. Pierre et Marie restaient, suspendus dans un moment de possibilités infinies. Ensemble, nous pouvons transformer Paris, murmura Marie. Et dans ce café historique, sous les lumières douces du soir parisien, un nouveau chapitre de l'histoire du croissant et de Paris était sur le point de s'écrire. La nuit tombait sur la ville, promettant des lendemains de transformation et d'espoir. L'acceptation. Les prémices du changement. L'aube se levait sur le quartier Saint-Germain-des-Prés, baignant les rues étroites d'une lumière douce et hésitante. Dans l'atelier familial des Laurent, une transformation subtile mais profonde était en train de s'opérer. Jean Laurent, le jeune frère de Pierre, observait avec une curiosité mêlée d'admiration le travail méticuleux de son aîné. La boulangerie sentait le beurre frais et la farine, un parfum qui parlait d'histoire et d'innovation. Les murs, témoins silencieux de générations de boulangers, semblaient vibrer d'une nouvelle énergie. « Regarde, Jean », murmura Pierre en étalant la pâte avec une précision chirurgicale. Chaque couche raconte une histoire. Jean s'approcha, ses yeux jaunes brillant d'une curiosité qui rappelait celle de Pierre à son âge. « Une histoire, mon frère ? C'est du laminage, pas de la poésie. » Un sourire fugace traversa le visage de Pierre. « La technique, mon jeune frère, c'est de la poésie pratique. » 2. L'apprentissage d'une nouvelle génération.
Jean avait 22 ans, l'âge de tous les possibles. Contrairement à son père Louis, qui voyait dans les innovations de Pierre une menace, lui y voyait une opportunité. Ses mains, encore tendres comparées à celles de son père et de son frère, commençaient à comprendre les subtilités du laminage. « Montre-moi encore », supplia-t-il. Pierre prit son temps. Chaque geste était une leçon, chaque mouvement du rouleau une transmission de savoir. Il ne s'agissait pas simplement de faire un croissant, mais de perpétuer un art, de le faire évoluer. « Tu vois, » expliqua-t-il, « la pâte est vivante. Elle respire, elle change. Notre travail est de la guider, pas de la contraindre. » 3. Les résistances familiales. Louis Laurent, le patriarche, observait de loin. Ses yeux, usés par des années de labeur, reflétaient une mélancolie teintée de fierté blessée. La boulangerie qu'il avait construite, transmise par son propre père, semblait lui échapper. Un après-midi, alors que Pierre et Jean travaillaient, Louis entra dans l'atelier. Son pas était lourd, chargé de traditions séculaires. « Encore ces nouvelles méthodes » lança-t-il, sa voix bourrue cachant mal une tristesse profonde. Pierre continua son travail, imperturbable. « Ce ne sont pas de nouvelles méthodes, père. C'est l'évolution de notre art. » Le silence qui suivit était plus éloquent que n'importe quel discours. 4. La transformation du croissant. Jean observait le processus avec une attention presque scientifique. Chaque tour de rouleau, chaque application de beurre transformait la pâte. Ce n'était plus le croissant traditionnel, mais quelque chose de plus léger, de plus aérien. « La pâte devient presque translucide, » murmura-t-il. Pierre hocha la tête. « C'est tout l'art du feuilletage. Chaque couche est une promesse, chaque pli une histoire. » Les premières livraisons. Les premiers croissants issus de cette nouvelle technique quittèrent l'atelier avec une charge émotionnelle particulière. Jean les accompagna, portant les paniers comme un prêtre porterait des offrandes. Leur première destination, les salons bourgeois de Paris, ces lieux où se tramaient les destins culturels et sociaux. Les réactions furent d'abord mesurées. Un léger froncement de sourcils, un silence, puis soudain l'émerveillement. La texture était incomparable, le goût à la fois familier et révolutionnaire. 6. Les échos de la ville. Paris, ville des conversations et des rumeurs, commença à parler. Dans les cafés, dans les salons, on murmurait le nom des Laurent. Pas seulement comme des boulangers, mais comme des artistes. Marie Dupont, toujours à l'affût des innovations, suivait de près leur progression. Elle comprenait que ce n'était pas seulement une révolution culinaire, mais économique. Vos croissants, Pierre, sont en train de redéfinir ce que signifie être un artisan à Paris, lui confia-t-elle lors d'une rencontre. 7. La dimension économique. Jean commença à comprendre les enjeux au-delà de la simple technique. Chaque croissant représentait une réponse à l'industrialisation galopante, une manière de préserver l'âme artisanale tout en embrassant le progrès. Nous ne sommes pas contre la machine, expliqua Pierre. Nous dialoguons avec elle. 8. Les tensions familiales. Louis restait en retrait, observateur silencieux de cette transformation. Sa résistance n'était pas de la pure obstination, mais la peur de voir s'effondrer des générations de savoir-faire. Un soir, alors que la boulangerie se vidait, il s'approcha de Pierre. « Tu vas trop loin » murmura-t-il. Pierre le regarda, dans ses yeux brillait une détermination héritée de son père même. « Non, père. Je vais là où notre métier nous appelle. » 9. La reconnaissance naissante. Petit à petit, Louis commença à voir les choses différemment. Ce n'était plus une trahison, mais une continuation. Chaque croissant était un pont entre le passé et le futur. Jean fut le témoin privilégié de cette réconciliation silencieuse. Un nouveau paradigme. L'atelier des Laurent n'était plus seulement un lieu de production, mais un laboratoire d'innovation. Chaque jour apportait son lot de découvertes, de petites révolutions. Pierre comprit alors que l'innovation véritable ne consistait pas à rejeter le passé, mais à le faire respirer différemment. 11. La promesse d'un avenir. Le soleil déclinait sur Paris, projetant des ombres longues sur l'atelier. Pierre, Jean, et même Louis, regardaient les derniers croissants du jour, témoins d'une transformation qui dépassait largement le simple art culinaire. « À notre famille » murmura Pierre. « À notre art. » Jean sourit. Louis, pour la première fois depuis longtemps, acquiesça légèrement. La nuit tombait sur Paris, porteuse de promesses et de transformations. La reconnaissance. La veille du concours. Paris,
1875. Le ciel gris de novembre semblait peser de tout son poids sur les épaules de Pierre Laurent. Dans l'atelier familial de la rue Saint-Germain-des-Prés, chaque mouvement était calculé, chaque geste empreint d'une tension presque palpable. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les carreaux légèrement givrés, projetant une lumière diffuse sur les surfaces enfarinées. Pierre était debout devant sa table de travail, les mains tremblantes mais précises. Autour de lui, des monceaux de croissants à différentes étapes de préparation témoignaient de ces nuits interminables de recherche et d'expérimentation. Le concours national de boulangerie, qui devait avoir lieu le lendemain, représentait bien plus qu'une simple compétition. C'était le couronnement de années de lutte, d'innovation et de passion. Sa technique de laminage, fruit de longues recherches et d'une obstination à toute épreuve, avait révolutionné la fabrication du croissant. Là où ses prédécesseurs voyaient un simple pain, lui voyait une œuvre d'art culinaire, un symbole vivant de l'innovation française. Jean, son jeune frère, entra silencieusement dans l'atelier. À 23 ans, il était devenu le plus précieux allié de Pierre, celui qui croyait en sa vision quand le reste de la famille doutait encore. « Tu n'as pas dormi, n'est-ce pas ?» demanda Jean en déposant une tasse de café fumant à côté de Pierre. Pierre esquissa un sourire fatigué. « Chaque croissant est une bataille, mon frère. Et demain, nous livrons notre plus grande bataille. » Les souvenirs d'une lutte. Les pensées de Pierre remontèrent aux années passées. Il revit son père, Louis, le regard dur, rejetant ses premières tentatives d'innovation. « Un bon croissant, c'est un croissant traditionnel, répétait-il inlassablement. Mais Pierre savait que la tradition sans innovation était une voie vers la stagnation. Il se rappelait ses premières expérimentations, les nombreux échecs. Ces croissants trop secs, trop denses, qui s'effondraient sous la moindre pression. Chaque erreur était une leçon, chaque échec un pas vers la perfection. Sa technique de laminage était née d'une observation simple, le beurre n'était pas seulement un ingrédient, mais un élément structurel. En intercalant des couches ultra fines de beurre entre des couches de pâte, il créait une architecture gastronomique unique. Chaque couche devenait une promesse de légèreté, de fondant, d'une expérience gustative inédite. La préparation finale. Jean l'aida à préparer les derniers croissants pour le concours. Chaque geste était chorégraphié, chaque mouvement répété des centaines de fois. La pâte était travaillée avec une délicatesse presque médicale, étalée puis repliée avec une précision chirurgicale. « Tu te souviens quand je te montrais comment faire des avions en papier ?» demanda Jean. « C'est un peu la même chose. La structure est tout. » Pierre hocha la tête. Son frère avait compris l'essence de son innovation, l'architecture avant tout. Un croissant n'était pas qu'un pain, c'était un édifice comestible, un monument culinaire. La nuit d'avant. La nuit tomba rapidement sur Paris. Marie Dupont, qui les soutenait depuis le début, vint leur rendre visite. Femme d'affaires brillante, elle avait compris avant tous autres le potentiel révolutionnaire de la technique de Pierre. « Demain, vous allez changer l'histoire de la boulangerie française, » dit-elle avec conviction. Pierre la regarda, reconnaissant. Marie avait été bien plus qu'une conseillère. Elle avait été une alliée, une confidente, presque une sœur de combat dans cette lutte contre les conservatismes culinaires. Le jour du concours. L'aube du jour du concours se leva, froide et claire. Les rues de Paris s'éveillaient doucement, les premières fumées des boulangeries s'élevant comme des prières matinales. La salle du concours était impressionnante. De grandes tables blanches, une lumière crue qui ne pardonnait aucun défaut, et un jury composé des plus grands chefs et critiques culinaires de l'époque. Pierre déposa ses croissants avec une précision chirurgicale. Chaque pièce était un poème visuel, doré, légèrement bombé, avec des couches visibles témoignant de son processus de laminage révolutionnaire. L'évaluation. Le jury goûta en silence. Chaque membre prenait son temps, analysant la texture, le goût, l'apparence. Pierre sentait son cœur battre la chamade. Jean, à ses côtés, serrait les poings. Le chef principal, Monsieur Émile Rousseau, un homme réputé pour sa rigueur presque légendaire, prit le premier croissant. Il l'examina sous toutes les coutures, le pesa dans sa main, le porta à son nez. Un premier mordant. Un long silence. « C'est extraordinaire », murmura-t-il. Ces mots tombèrent comme un verdict. Pierre sentit ses jambes flageoler. Au-delà du prix. Quand on annonça sa victoire, ce ne fut pas seulement un triomphe personnel. C'était la victoire de l'innovation sur la tradition rigide, de l'audace sur la peur du changement. Mais la victoire avait un goût amer. Son père, Louis, toujours absent,
toujours en désaccord. Une réconciliation semblait impossible. Épilogue du jour. Le soir, dans leur petit atelier, Pierre et Jean célébrèrent sobrement. Un verre de vin, quelques croissants restants. Tu as réussi, dit Jean. Tu as prouvé que l'innovation a sa place, même dans les traditions les plus ancrées. Pierre regarda par la fenêtre. Paris s'illuminait, promesse de nouvelles aventures, de nouveaux défis culinaires. Le croissant n'était plus seulement un pain. Il était devenu un symbole. Un symbole de courage, d'innovation, de l'esprit français. Le sommet et la tempête. Les premières lumières du siècle. Paris, 1905. La ville était en ébullition. L'aube du nouveau siècle apportait avec elle des promesses de changement, de modernité, mais aussi de profondes turbulences. Au cœur de cette métamorphose, l'entreprise Laurent, jadis petite boulangerie familiale, était devenue un symbole de l'innovation culinaire française. Élise Laurent, la fille de Pierre, se tenait debout près de la fenêtre de son bureau. À 32 ans, elle incarnait une nouvelle génération de femmes d'entrepreneurs, audacieuses et déterminées. Son regard balayait les rues pavées de Paris, où les premières automobiles côtoyaient encore les fiacres, où les rêves de progrès se mêlaient aux traditions séculaires. Marie Dupont, désormais mentor et amie proche, était assise dans un fauteuil en cuir, ses lunettes perchées sur le nez, parcourant un dossier administratif qui semblait la préoccuper grandement. « Élise, nous avons un problème, dit-elle sans préambule. La menace réglementaire. » Le problème en question était de taille. Une nouvelle réglementation municipale menaçait de faire disparaître les petites boulangeries traditionnelles au profit de grandes industries alimentaires. Les grandes chaînes de production commençaient à s'immiscer dans le monde de la boulangerie, promettant standardisation et économie d'échelle. Ils veulent transformer nos croissants en produits industriels, en marchandises sans âme, murmura Élise, sa voix chargée de colère et de détermination. Elle se souvenait des récits de son père, Pierre, et de sa lutte pour l'innovation. Maintenant, c'était à son tour de défendre l'héritage familial, mais contre un adversaire bien plus redoutable, le capitalisme industriel naissant. Les racines et l'histoire. Dans un coin du bureau, un portrait de Pierre Laurent la regardait. Son regard semblait la défier, lui rappeler l'histoire de leur famille. Les Weber de Vienne, les innovations d'Auguste Zanck, les expérimentations de son père, chaque génération avait apporté sa pierre à l'édifice du croissant. Marie posa le dossier et regarda Élise. « Nous allons nous battre, n'est-ce pas ?» Élise hocha la tête. Leur stratégie devait être multiple, démontrer la supériorité artisanale, mobiliser d'autres petits producteurs, et surtout, prouver que l'âme d'un croissant ne pouvait pas être réduite à une équation industrielle. La mobilisation. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Élise parcourait Paris, rencontrant d'autres artisans boulangers menacés par les nouvelles réglementations. Dans les cafés enfumés, autour de tables en marbre, se tramaient des stratégies de résistance. Jean, le frère de son père, désormais âgé mais toujours aussi passionné, l'aidait. Sa mémoire était un trésor, racontant les batailles passées, les innovations qui avaient forgé leur réputation. Tu te souviens, Élise, quand ton père a commencé à utiliser cette technique de laminage? Tu étais petite, mais cette révolution a tout changé. Un projet ambitieux. Élise développa un plan audacieux. Elle allait créer un événement culinaire qui prouverait la supériorité du croissant artisanal. Un grand concours, mais pas seulement. Une démonstration vivante de l'art de la boulangerie. Marie l'aida à organiser l'événement. Des chefs, des critiques, des journalistes seraient invités. Chaque étape de fabrication d'un croissant serait mise en lumière, depuis la sélection des ingrédients jusqu'à la cuisson finale. Les préparatifs. L'atelier Laurent se transforma en laboratoire. Des tests, des expérimentations, la recherche de la perfection. Élise reprit et améliora les techniques de son père, ajoutant sa propre sensibilité. Elle travaillait souvent la nuit, à la lueur d'une lampe à pétrole, pétrissant la pâte avec la même passion que son père. Les murs de l'atelier semblaient vibrer des échos de leurs histoires familiales. La veille de l'événement. La ville bruissait de rumeurs. Le grand événement des croissants artisanaux approchait. Les grandes industries alimentaires commençaient à s'inquiéter. Élise le sentait, une tension sourde parcourait Paris. Marie lui rendit visite ce soir-là. « Es-tu prête ?»« Plus que jamais, » répondit Élise. Le jour J. L'événement se déroula dans une grande salle près des Halles de Paris. Des tables blanches, une lumière parfaite,
et tous les ingrédients nécessaires à la fabrication du croissant. Élise commença sa démonstration. Chaque geste était une chorégraphie, chaque mouvement racontait une histoire. Elle expliqua la technique de laminage, l'importance du beurre, la précision nécessaire. Les spectateurs étaient suspendus à ses lèvres. Journalistes, chefs, bureaucrates, tous étaient captivés. La confrontation. Un représentant des grandes industries alimentaires se leva. Madame Laurent, la production industrielle est l'avenir. Votre artisanat est obsolète. Élise le regarda droit dans les yeux. L'âne ne se mesure pas à la quantité, monsieur. Elle se goûte. Un silence. Puis, quand elle présenta ses croissants, le public comprit. Chaque bouchée était un voyage, une histoire, bien plus qu'un simple aliment. L'épilogue du jour. Le soir, dans leur atelier, Élise et Marie savourèrent leur victoire. Non pas une victoire contre l'industrie, mais une victoire pour l'art, pour la tradition, pour l'innovation. Le portrait de Pierre Laurent semblait sourire. Paris continuait de s'illuminer, promesse de nouveaux combats, de nouvelles histoires à écrire. L'héritage. Les échos du passé. Dans l'atelier familial de la rue Saint-Germain-des-Prés, Élise Laurent laissait ses doigts effleurer délicatement les photographies anciennes. Chaque image était un fragment d'histoire, un testament silencieux de générations de boulangers qui avaient transformé un simple pain en une légende nationale. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, projetant des rayons dorés sur les murs de briques usés par le temps. Les photographies jaunies racontaient un récit complexe, celui de Matthias Weber à Vienne, d'Auguste Zang à Paris, de son grand-père Pierre et de Marie Dupont, pionniers de l'innovation culinaire. Élise, âgée de 35 ans, portait en elle l'héritage de ses visionnaires. Ses cheveux châtains foncés étaient attachés en un chignon strict, révélant un visage marqué par l'intelligence et la détermination. Elle était l'héritière d'une dynastie de boulangers qui avait fait plus que nourrir Paris, ils avaient contribué à forger son identité gastronomique. La gardienne de la tradition. Marie Dupont, désormais une femme âgée mais toujours aussi clairvoyante, se tenait à ses côtés. Leur relation dépassait le cadre professionnel, c'était une connexion familiale, presque maternelle. Marie avait guidé Élise depuis son plus jeune âge, lui transmettant non seulement les secrets techniques de la boulangerie, mais aussi les valeurs d'innovation et de persévérance. Regardez ces visages, Élise, murmura Marie. Chacun d'eux a apporté quelque chose de nouveau. Votre grand-père Pierre a révolutionné la technique de feuilletage, Auguste Zang a introduit la viennoiserie à Paris, et Matthias Weber a créé le premier croissant en forme de lune. Élise acquiesça, ses yeux brillant d'une compréhension profonde. Nous sommes plus que des boulangers. Nous sommes des gardiens d'une histoire vivante. Les défis contemporains. Mais l'histoire n'était pas seulement un récit nostalgique. Paris du début du XXe siècle était en pleine mutation. L'industrialisation menaçait les petites boulangeries traditionnelles. Les grandes chaînes de production commençaient à standardiser ce qui était autrefois un art. Élise et Marie avaient lutté sans relâche contre ces changements. Leur boulangerie était devenue plus qu'un simple commerce, c'était un bastion de l'artisanat français, un lieu où chaque croissant racontait une histoire. La nouvelle réglementation alimentaire représentait un défi majeur. Les normes sanitaires, bien que nécessaires, risquaient d'étouffer la créativité et l'authenticité des petits producteurs. L'innovation comme résistance. Plutôt que de simplement résister, Élise choisit l'innovation. Elle commença à expérimenter avec des techniques qui combinaient tradition et modernité. Des farines locales, des méthodes de fermentation lente, des partenariats avec des agriculteurs biologiques, chaque décision était un acte de résistance culturelle. Dans son laboratoire, elle développait des variantes de croissants qui honoraient l'histoire familiale tout en regardant vers l'avenir. Un croissant aux herbes de Provence, un autre infusé au safran, chacun racontant une histoire unique de terroir et de créativité. La transmission du savoir. Marie l'observait travailler, un sourire nostalgique aux lèvres. Votre père aurait été fier de vous, Élise. Vous ne perdez pas de vue l'essentiel, l'âme du croissant. Élise comprenait que chaque tour de main, chaque technique transmise était un fil dans la tapisserie complexe de l'héritage familial. Elle commença à organiser des ateliers, formant de jeunes boulangers, partageant non seulement des techniques, mais une philosophie. Un symbole au-delà de la cuisine. Le croissant était devenu bien plus qu'un aliment. C'était un symbole de résilience française, de capacité d'adaptation, de créativité face à l'adversité. Depuis sa naissance à Vienne jusqu'à sa transformation à Paris,
il représentait le voyage de générations d'innovateurs. Des intellectuels, des artistes commençaient à parler du croissant comme d'un objet culturel. Des écrivains le mentionnaient dans leurs romans, des peintres le représentaient, des philosophes y voyaient une métaphore de l'identité française. La connexion internationale. Élise développa même des collaborations internationales. Des boulangers du monde entier venaient apprendre leurs techniques, créant un réseau global qui célébrait l'art de la boulangerie. Un jeune boulanger japonais apprit l'art du feuilletage dans leur atelier. Un collectif de boulangers californiens étudia leur méthode de fermentation. Chaque échange était un échange culturel, bien au-delà de simples recettes. Réflexion sur l'avenir. Un soir d'automne, alors que Paris s'illuminait doucement, Élise et Marie parlaient de l'avenir. La ville bruissait encore des échos de son passé révolutionnaire, mais regardait résolument vers demain. Le croissant survivra-t-il à tous ces changements ? Demanda Élise. Marie posa sa main sur la sienne. Il survivra parce qu'il incarne quelque chose de plus grand que nous. L'adaptation, la créativité, la résilience. Le dernier chapitre. Pour l'instant. Dans les premières lueurs de l'aube, l'atelier s'animait. Les premiers croissants sortaient du four, leur feuilletage doré promettant de nouveaux récits, de nouvelles aventures. Élise regardait par la fenêtre. Paris s'éveillait, et avec elle, une nouvelle journée de création, de tradition et d'innovation. Le croissant, né d'un conflit historique, transformé par des générations de visionnaires, continuait son voyage. Un simple pain qui était devenu une légende vivante. Fin.